C'est une affaire de design, de paternité ou de filiation dont nous allons parler aujourd'hui. À cette occasion, je suis équipé de ma fidèle Royal Oak 15300 pour accueillir Christophe qui va nous raconter son histoire avec sa Patek Philippe Nautilus 5711. C'est parti dans le fond d'un cadran bleu pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Christophe, Bonjour Xavier, ça va? en pleine forme. Je suis ravi de t'accueillir. Moi aussi. Je suis même excité comme un dingue, les amis. On va voir l'une des montres les plus désirables de tous les temps. On a eu Kaiser Soze il y a quelques semaines avec une 5712G. Et là, c'est Christophe avec la Nautilus. Tu nous la montres, cette belle Nautilus? Bien sûr. Tu sais qu'on démarre avec un truc super simple, mais en fait vachement compliqué pour toi. Tu vas devoir nous donner un adjectif qui caractérise cette montre. Et comme c'est quand même la montre dont rêvent beaucoup de gens, il faut quand même que tu nous trouves un adjectif subtil et absolument superbe. Alors, comment tu l'as C'est résumes? tout trouvé. C'est-à-dire C'est facile même. subtil, Iconique. iconique. Est-ce que pendant que tu nous en parles, je peux l'essayer? Oui. Ouais. Mais je voudrais bien essayer la tienne en même Allez, temps. exceptionnellement, tu peux On le fait un faire. Mais échange tu sais que c'est pas la logique du programme, mais bien évidemment, ça me fait grand plaisir. Comme ça me permet de voir déjà des différences dont on reparlera tout à l'heure. Alors, iconique, je pense que beaucoup de gens pouvaient s'y attendre. Pourquoi? Parce que finalement, Gérard Genta. Elle parce me que va nickel effectivement- chrome, les amis. Excuse-moi. Hein. Je t'en prie, parce qu'effectivement, Audemars Piguet, parce qu'effectivement, Nautilus, mais plein d'autres marques, plein d'autres modèles dessinés, designés par Gérard Genta. Oui. Et elles sont toutes très connues et elles ont toutes un design affolant. Ah, on reviendra sur Gérald Genta après, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Tu l'as acheté il y a combien de temps? Pourquoi ce modèle, etc. Raconte-nous un petit peu toute l'histoire. Et la petite histoire, c'est que je l'avais vu sur une publicité d'un magazine. Oui, Et j'ai tout de suite été frappé par le design, oui. qui changeait les montres rondes un petit peu classiques. Je ne connaissais pas grand-chose à la marque à proprement dit, Ouais. ni le modèle, ni son histoire, ni rien. Donc je me suis mis un petit peu en quête d'informations. Plus je suis avancé dans cette quête, plus ça a été dur de me dire que j'arriverais jamais à l'avoir. Mhm. Et puis finalement, j'ai réussi à trouver l'occasion. Ouais. Parce que pour le coup, je l'ai acheté d'occasion. Oui. Je me suis déplacé sur Rotterdam pour l'acheter. Waouh, d'accord. Et tu es de quelle région? De Lille. D'accord, donc du nord de la France. Bon, c'était pas super loin. Rotterdam, Non, t'as non, quoi? c'est ça, faut traverser la Belgique, quoi. En 2 heures, tu traverses la Belgique, à Ouais, peu c'est près, ça. c'est Ouais, ça? ouais. Et Rotterdam, ah oui, après, c'est encore au nord. C'est un petit peu sur plus la, au nord, oui, c'est ça. sur la mer du Nord, etc. Mais avant les conditions de ton achat, qu'est-ce qui fait que tu t'es porté sur cette montre? Parce que, un, elle est pas donnée, on reviendra dessus après. Deux, elle est très rare. Trois, elle est extrêmement désirée, donc c'est quand même pas le modèle le plus facile à acquérir. Mhm. C'est quoi la logique qu'il y avait derrière? La Tu t'es logique, fait un c'est, cadeau pour une certaine occasion, c'est quoi? Même pas, c'était vraiment une envie, une fois que j'ai vu cette montre dans les magazines, et puis c'est ensuite l'histoire qu'elle peut avoir, son designer, sa qualité de manufacture. C'est toutes ces petites choses-là qui m'ont donné envie. D'accord. Qu'est-ce que tu pensais de Patek Philippe avant de l'acheter? Avant, je pensais pas. Tu pensais pas? C'est-à-dire Non. que tu savais pas du tout, tu n'avais même pas une vague idée de ce que ça Même pas pouvait une vague être, idée. Ma etc. première montre a été une Omega Speedmaster Aquaterra de mémoire. Bah, tu sais que tu n'as pas le droit de le dire, ça, en début d'émission. Ah bon? puisque- Bah oui, attendez, il est en train de tout péter, Christophe. Est-ce qu'on lui en veut ou pas? Non, quand même, il vient nous présenter une 5711. On en parlera après de ta D'accord. première montre. D'ailleurs, ta première montre, c'est la première montre de ton enfance, tu vois, quand tu étais petit, un Oui. peu comment tu es arrivé à ça. D'un autre côté, Aquaterra, Aqua, c'est quand même assez proche de Nautilus comme, Oui. comme environnement. Ok. Donc tu voulais, tu as été séduit par le design en fait. C'est ça. Voilà, tu es vraiment C'est là. ça. Donc le sujet, c'est le design. Oui. Ça aurait été Tissot,
Longines, peu importe, Bulova, Sicura, des montres connues, peu connues, des marques pardon, connues, peu connues, anciennes qui ont disparu, peu importe. C'était le Peu design importe. que tu cherchais. Oui, D'accord. j'étais quand même sur une montre automatique, Ouais, mais effectivement, ça aurait pu être n'importe quelle marque ou n'importe quel modèle. C'était vraiment le design qui m'a plu. d'accord. Ok. Ok. Donc ça confirme que la première raison d'acheter une montre, finalement, c'est le design. C'est-à-dire l'émotion Ça qu'elle peut te l'être en tout procure cas, ça peut l'être. Oui. quand tu la regardes. Ok, donc tu vas l'acheter à Rotterdam. Comment tu as identifié le vendeur à Rotterdam? Par le biais d'un site internet Ouais, que lequel? je peux citer, Bien sûr, oui, Chrono24. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sur Chrono24, je me Ouais. suis mis en rapport avec une personne qui Un la vendait, professionnel ou un particulier? un particulier, Ouais, qui désirait cette montre, voulait l'acheter neuve, mhm, avait laissé son nom sur une liste d'attente. ouais, Il n'y croyait pas du tout, hein. mhm, Il y a beaucoup de revendeurs qui proposent ce type de choses puis qui ne rappellent jamais le particulier. Mais bon, pour le coup, on l'a rappelé 2 ans après. ouais, Lui, il était passé vraiment à autre chose. Alors, soit il avait plus les fonds, soit il était parti sur une autre montre. Et puis, bon, finalement, il a acheté ouais, pour la revendre. ouais. Et donc, tu Et t'es donc, dit je c'est l'ai acheté. l'occasion là ou jamais. Oui, c'est ça. Ça marche. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit très justement tout à l'heure, il y a assez peu de modèles Ouais, en vente, en circulation, ouais, que vraiment pour trouver du neuf, eh ben, il faut vraiment tuer quelqu'un. Donc, il reste l'occasion. ouais, Et puis, ça permet toujours de rencontrer des gens, ouais. de rencontrer des passionnés, parce Tu- que lui aussi, c'était un passionné. Tu l'as acheté en quelle année? 2016, 2016. C'est indiscret de te demander combien tu l'as acheté? je l'ai acheté 28 000 euros. 28 000 euros, d'accord. Donc c'est très en dessous du prix du marché actuel, mais bon, on est en 2020. À l'époque, c'était quoi? 20, 22, 23 le 20, prix, 20 200 ou 20 300 euros le prix catalogue. le prix catalogue. Ok. Ok. Donc ça fait 4 ans que tu l'as, Oui, d'accord? Tu l'as déjà fait réviser, entretenir, non, rien du tout. rien? En fait, je ne fais réviser mes montres, parce que j'en ai d'autres, Oui. uniquement quand elles perdent en régularité, quand je sens qu'il y a un problème, quand je tire la couronne ou autre, mais tant que tout fonctionne, je ne la mets pas en révision. Bah, c'est une bonne chose. Tu as un bon horloger. Comment tu t'y prendrais? Comment tu les fais réviser? Horloger indépendant, sur l'île, il y en a pas mal. Il y en a. Tu vas directement voir les marques. Qu'est-ce que tu fais? Alors pour l'instant, j'ai fait réviser aucune de mes montres, Ouais. parce que j'en ai plusieurs, donc je tourne. Ok, Donc, ouais, donc voilà, j'en ai jamais porté une réellement 10 ans au poignet. ouais, Et si je devais en faire réviser une, j'irais très certainement chez la manufacture. d'accord, ok, ok, quelle que soit la montre, quel que soit son prix, quel que soit, etc. Donc Je pense. ouais, t'es plutôt allé dans dans le réseau, je comprends. On voit les stigmates assez fréquents hein, sur une Nautilus, c'est-à-dire la partie centrale du bracelet qui est en polymiroir, qui très très vite prend un petit peu les usures. Donc c'est bien, ça montre que c'est une montre que tu la portes. Tu la portes à quelle occasion, dans quelles conditions? Je la porte à toutes les occasions. Je peux faire du sport avec, Ouais, donc je peux faire du vélo, je peux nager, je peux courir. Euh, c'est un objet, c'est pas voilà, c'est une montre. J'ai craqué pour son design, mais ouais. c'est une montre, donc voilà. C'est c'est assez basique comme réponse, mais c'est Non, voilà, non, non, c'est non, un non, objet non, au qui se contraire. met au poignet. Je l'utilise au poignet. Quand je veux nager, ben, je nage avec. Quand je veux courir, je vais courir avec. Quand je veux faire du vélo, je vais faire du vélo avec. Je l'utilise pas nécessairement pour aller au restaurant avec mon épouse ou pour Donc un événement quand tu particulier. vas à la piscine municipale, tu nages avec ta Nautilus. Oui, Ça c'est beau, vous vous rendez compte, hein, les amis, on a eu plusieurs épisodes avec des Rolex professionnels qui descendent à 300, 600, etc. ou hein, beaucoup toute la plus. série Sea Dweller, Submariner, etc. Avec des gens qui font pas de plongée. Et là, on a un triathlète. Oui, c'est Tu ça. fais trois choses. Hein, Oui, tu oui. as parlé de vélo, piscine et course. Un triathlète qui fait du triathlon avec sa Nautilus. J'avais jamais imaginé que ça puisse être une sorte de tool watch, une Nautilus. C'en est une. Mais c'en est une pour toi, c'est vraiment remarquable. Si tu devais, comment dire, t'arrêter sur un détail de cette montre, tu vois, vraiment le truc où tu te dis tous les jours quand tu la mets, voilà, ce serait quoi? Son cadran. Son cadran?
Son cadran, parce que tous les jours, cette montre, elle est différente. Ouais. En fonction de la luminosité, du soleil, Mmh. de l'heure de la journée, si le soleil est plutôt haut ou plutôt bas, Ouais. son cadran est différent. Ouais. C'est ce que j'ai tout de suite remarqué en l'apprenant, Christophe, par rapport à la Royal Oak, c'est que c'est effectivement c'est le même sujet. C'est-à-dire que tu as un cadran qui est, quand je le regarde vit. là, il est noir, là, il est bleu, là, il est gris, là, il est beige. C'est vraiment extrêmement sympa comme ambiance. On voit vraiment on parlait de filiation, de paternité. Tu as parlé de Gérald Genta. Vous le savez, j'aime bien quand on parle des designers, et si possible d'autres que Gérald Genta, parce que finalement, c'est lui le plus connu, il prend la lumière, C'est etc. ça. Mais il y en a d'autres, malheureusement un petit peu trop dans l'ombre, je trouve. On voit un peu la, la forme des aiguilles qui sont très similaires. Pour le coup, hein, j'ai une date blanche et toi aussi. On voit vraiment la même filiation et ce Bracelet ces intégré. fameux bracelets intégrés qui sont en train de revenir à la mode, hein. Je ne sais pas si tu as vu, mais tu as Maurice Lacroix, Bell Ross, Chopard, etc., qui reviennent avec des inspirations de montres d'époque, et puis aussi, je pense, une tendance de montres en acier, on va dire, chic, tu vois, le sport chic qu'a lancé Audemars Piguet et Nautilus. Est-ce que tu te souviens, où tu avais noté quelle était la campagne de publicité de Patek Philippe quand ils ont lancé la Nautilus en 76? Ça te dit Non, quelque je ne chose sais ou pas? pas. Non, je Eh ne sais ben, pas. alors c'est assez intéressant parce que ça se vérifie aussi aujourd'hui, hein. C'était quelque chose à peu près, hein. La montre la plus chère du monde est en acier. Voilà. Et à D'accord. l'époque, l'usinage de l'acier, c'était plus compliqué, on va dire, que faire Que l'or. que l'or blanc, etc. Et aujourd'hui, si tu regardes le marché, finalement, une 5711 comme ça vaut plus cher qu'une 5712 en or gris. Je peux me tromper, mais globalement, l'acier sur ces montres, tu as dit iconiques et haut de gamme, sont plus chers. Une Daytona en acier avec lunettes en céramique, c'est quasiment plus cher Oui. qu'une Daytona comment dire, en or ou en platine. Ou pareil pour une Submariner. Ouais, voilà. Après, je connais pas bien toutes les références, vous me pardonnerez, vous pourrez vous exciter si vous voulez, là, les Rolex fans, ce sera avec grand plaisir. C'est vraiment quelque chose de très très sympa. Ok, donc ça veut dire que tu as acheté cette montre en 2016, grosso modo 28 000 euros Mhm. d'occasion, Oui, mais quasiment jamais portée en fait. jamais porté. Donc tu as la boîte, le full set, tu as la J'ai la totale, totale. etc. Ouais. J'ai même encore les petits films plastiques qui entouraient le bracelet. Enfin voilà, j'ai la Bon, totale. c'est vraiment bien. Donc à l'époque, tu l'achètes 28 000, elle valait 22 000. C'est ça, Tarif catalogue actuel, elle est à 27 000. Il n'y en a pas. peut-être. Voilà. Mais dans tous les cas, il n'y en a toujours tu pas. as Oui. tu as vu d'occasion les prix quand même? T'as une idée de la valeur du marché? Je pense qu'en Europe, il y en a assez peu en vente. Ouais. Et je pense qu'on doit atteindre Ouais, on est au moins 50 000 euros Ouais, peut-être. je pense plus. Ouais. Après, vous nous direz, hein, s'il y a des spécialistes, hein, il y a évidemment toutes les affaires des numérotations. Hein. Donc il y a la première 5711 en série A qui va coûter plus cher que Oui. les autres, etc., etc. Donc, Et qu'est-ce puis que il y a aussi comment dire, le cil derrière. Moi, c'est le cil Patek. Ouais, Avant cette génération-là, ouais. il y avait le logo de Genève. Oui, le Puisqu'ils poinçon, étaient- tu veux dire. voilà, c'est Oui, ça, le oui, poinçon, oui, ouais. poinçon de Genève, et ils sont passés à leur propre poinçon. Poinçon Patek. Donc moi, c'est le etc. poinçon Patek, Ouais. effectivement. Mais tu vois, le marché, tu as même Omega, hein, qui a lancé une Speedmaster quand même en acier à 13 000 euros. Tu vois, Vacheron Constantin Overseas en acier avec un très beau bracelet intégré, etc. Je pense qu'il y a un premium, hein, sur le marché pour les montres, on va dire chic, sport, mais pas professionnelles, tu vois, en acier à tarif catalogue minimum 15 000 euros. Oui. C'est Et absolument. pourtant, la première Rolex que j'ai achetée prix catalogue, là, parce Ouais. que pour le coup, je l'ai achetée neuve, Ouais. c'était en 2001. Mm. Ça valait une Submariner, ça valait 3 000 euros. Ouais, bah oui, oui, c'est clair. C'est clair.
C'est clair. Qu'est-ce que tu en penses justement de cette flambée des prix? C'est-à-dire, regarde, d'un côté, tu peux te dire, j'ai acheté 28 000, elle en vaut le double. Voilà, plus du double même. Plus du double. Hein, la situation est la même avec la Royal Oak 15300. Qu'est-ce que ça t'évoque? Tu es content? Tu t'en fous? C'est pas ton sujet? C'est pas ton problème? Alors, à la fois, c'est pas mon sujet, Mhm. parce que j'achète pas une montre pour placer ou gagner de l'argent. Mhm. Et puis, de toute façon, j'en gagne pas puisque je la vends pas. Mhm. Donc, voilà. C'est comme à la bourse, hein, tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas perdu. Voilà, c'est ça. Hein. Bon, là, en l'occurrence, je ne sais pas quand est-ce que sera diffusé cet épisode, mais en pleine crise du coronavirus, la bourse va pas bien et espérons que des belles montres soient des valeurs refuges, mais je ne suis pas sûr que l'horlogerie ne soit pas durablement touchée par cette situation. Oui, donc en fait, tu t'en fous un petit peu. Je m'en fous un petit Tu peu. n'es pas mécontent quand même de te dire que tu as aussi un bon placement. Je suis pas mécontent, mais c'est vrai que je suis assez. Enfin, ça m'embête parce que moi, je suis un passionné de montres, je suis un passionné de bel objet. Et à l'heure actuelle, eh bien, il y a plein de très belles montres qu'on ne peut pas s'acheter, qu'on ne peut plus s'acheter parce que les valeurs sont devenues folles. Ouais. Moi, si j'ai envie d'acheter la tienne, eh ben, je vais avoir du mal à la trouver. Je vais devoir peut-être l'acheter d'occasion plus cher. Si j'ai envie de m'acheter les premières Submariner contemporaines sans date, je vais la payer une fortune, alors qu'avant, ça valait 3000 euros. Et ça m'embête parce que, en fait, ça freine un petit peu les vrais amoureux qui n'ont pas forcément un gros budget et qui ont envie d'acheter un bel objet, quoi. Ouais. Après, on est quand même là sur des budgets qui sont extrêmement élevés. C'est-à-dire, quand bien même tu rentrerais dans un salon Patek, tu vois, ou chez un AD Patek, et ils ont une Nautilus en stock, Qui n'ont pas, déjà. Non, mais qui n'ont pas. Non, mais ce que je veux dire, s'ils l'avaient, il faut quand même sortir 28 000 euros pour une montre, quoi. Oui, on est d'accord. Voilà. Donc et c'est vrai que moi, dites-nous ce que vous en pensez, mais je suis pas choqué, moi, d'une liste d'attente et des années d'attente pour une Nautilus. Si on part du principe que Patek fait entre 40 et 50 000 montres, je ne sais pas combien ils font de Nautilus chaque année, voilà, on va dire quelques milliers, allez, peut-être 5 000. Peut-être que je me trompe, mais si on prend Rolex sur les professionnels où il y a aussi une liste d'attente, alors que il semblerait, mais je n'en sais rien, et personne n'en sait rien d'ailleurs, qu'ils ne font pas loin d'1 million de montres, à un moment ou à un autre, il y a quand même une nuance entre le meilleur industriel de l'horlogerie haut de gamme qui est Rolex, qui fait un sans faute en termes de marque, de marketing, à tout point de vue sur ses modèles, je veux dire, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, mais qui fait quand même beaucoup, beaucoup de montres par rapport à une entreprise familiale, indépendante, plus traditionnelle, mais qui a aussi des process industriels à tous les étages Patek, mais qui fait un volume tout petit. Donc quand tu as un petit volume, tu peux accepter de devoir patienter. Quand il y a des gros volumes, il ne faut quand même pas déconner, quoi. On est vraiment sur deux typologies de marques, Rolex, Patek. Ils n'ont pas la même philosophie. Je pense que par exemple, Rolex pourrait fabriquer 15 fois plus de Submariner, de Sidwaller et de modèles sport. Tu crois qu'ils pourraient? Je ne suis pas sûr, moi. Je ne sais pas en fait. Hein. Dites-nous, hein. Je suis sûr qu'il y a des spécialistes qui savent. Je crois qu'ils ne veulent pas. Tu penses qu'ils veulent pas? Non, je pense qu'ils veulent pas. Je pense qu'ils veulent entretenir leurs différents modèles, entretenir une certaine rareté peut-être. Je pense que c'est pas la même vision de Patek Philippe. Je pense qu'ils en fabriquent une certaine quantité. Tu disais tout à l'heure, allez, peut-être 5000. Mais pareil, sur certains modèles Calatrava, on les trouve pas. Ils en fabriquent aussi 5000. Alors peut-être qu'ils disent, bah voilà, on en fabrique 5000 comme ça, 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 et point barre. Je ne suis pas persuadé qu'ils soient dans une mentalité de créer une rareté. Eh ben, écoutez, mais c'est pas simple comme sujet. Oui, et puis à la limite, que la Nautilus soit rare, c'est pas très grave, puisque finalement, toi, tu en as une à ton poignet. Oui. Hein, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Eh ben, écoutez, sur ce, on va passer à la deuxième séquence, et justement, on va pouvoir faire parler Christophe de la montre de son enfance ou de sa première montre. Alors, tu as démarré comment dans... tiens, je te la rends. Tu as démarré comment dans l'horlogerie? Si tu veux, en échange? Non. Bon, ok. J'ai tenté ma chance. Mais j'aurais bien gardé les deux. Mais très honnêtement, je ne lui échange pas non plus. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup d'affection et de plaisir dans une montre. Et on a sa propre histoire qui est construite à chaque fois qu'on la porte. Et moi, je me souviens de pourquoi j'ai acheté celle-ci. Et forcément, si on l'échangeait, j'accepte
en partie de laisser partir la raison pour laquelle je l'ai acheté. Alors, avant cette Omega Aquaterra, tu as démarré avec quoi? Je ne sais pas, j'imagine que ça devait être une Swatch. Attends, tu sais pas, Quartz. t'as quel âge, Christophe? 46 ans. T'as 46 ans, tu te souviens pas à 10 ans, il y a 36 ans, ce que tu avais comme montre? Moi non plus, je m'en suis pas souvenu, hein, Non. mais tu te souviens pas? Non, vraiment Une pas. Swatch, ouais, non, pas Je une pense Swatch, que c'était ouais, une Swatch. Ouais. Alors si c'était pas ta montre, est-ce que tu as le souvenir comment tu as appris à lire l'heure par exemple? Tu as oublié tu sais plus comment on lit l'heure. Non? Non, je ne sais. Alors Vraiment, je ne sais donc plus. comment tu as appris l'heure, tu sais plus. Ta première montre, tu t'en souviens plus. Mais alors donc finalement, la première montre dont tu te souviens, qui t'a marqué en tout cas à titre Oui. personnel, c'est l'Omega Aquaterra. C'est ça, Ouais. Aquaterra. Et tu ouais. l'as eu dans quelles conditions celle-là? Mouvement coaxial, je l'avais acheté neuve Ouais. chez un revendeur lillois. Ça faisait déjà peut-être une année ou 2 années que les montres mécaniques m'attiraient, que ce bel objet me donnait envie et j'ai franchi le pas sur le mouvement coaxial qui venait de sortir en fait. D'accord, donc ça c'était il y a combien de temps? Un petit peu avant les années 2000. Un petit peu avant les années 2000, donc Oui. fin des années 2000. Oui, Ok. Qu'est-ce qu'elle est devenue cette montre? je l'ai revendue. Je l'ai revendue assez rapidement, j'ai dû la garder 1 ou 2 ans. Je l'ai Ouais. revendue pour partir sur autre chose. Ah, ok. J'ai pas mal surfé au début. Ouais. C'est-à-dire que j'ai acheté, j'ai revendu, j'ai acheté, j'ai revendu. Euh, C'était pas pour gagner de l'argent, puis j'en ai pas nécessairement gagné, mais c'était vraiment parce que mes envies changeaient, fluctuaient. Et quand tu l'as vendu, cette Aquaterra, tu t'es rendu compte que tu avais envie d'autre chose, ou, c'est assez proche, hein, ou tu t'es dit, mais non, mais en fait, cette montre ne me plaît pas. Parce qu'il y a une nuance entre elle te plaît, tu as un coup de cœur, et puis après, quand tu la portes, après tu te rends compte qu'en fait, ouais, bof, et puis il y a ci, il y a ça, et puis finalement, finalement, elle te plaît pas. Même si les goûts peuvent évoluer Ouais. dans le temps. Mais là, pour le coup, c'était réellement une montre que j'aime toujours. Ouais. Sauf que après, j'ai découvert d'autres modèles qui m'ont attiré davantage. Et étant donné que je ne pouvais pas forcément posséder 2 montres, Ouais. j'ai dû revendre l'Omega pour partir sur la suivante. Donc, fin des années, non, fin 90. C'est ça, voilà. Donc, pour être précis, il y a un peu plus de 20 ans. Mhm. Voilà. Omega Aquaterra. Oui. Tu la revends, t'achètes quoi? Gégère, Gère quoi? grande date, Reverso. Ah ouais, là dis donc, c'est un sacré changement, hein. Oui, c'est un sacré changement. Et cette GGR, tu l'as gardée combien de temps? Pareil, j'ai dû la garder 2-3 ans. J'ai ensuite acheté une Memovox Tu l'as chez revendue? Gégère. Tu l'as Oui, revendue? toujours. Ouais. Oui. T'as racheté une Memovox? Ouais. Neuve? Que j'ai revendu. Non, d'occasion. Oui, mais un modèle très récent. T'étais pas dans le vintage. Si, c'était une vintage, celle-là, pour le coup. Mais genre années C'était 60? une vintage. Peut-être pas les années 60, mais les D'accord. années 80, il me semble. Aquaterra, Reverso, Memovox. Oui. Après, Rolex. Rolex La quoi? première Rolex. Rolex quoi? GMT Master. Ouais. euh, Tu l'as que revendu? j'ai conservé. Ah, ça y est! Il nous dit Bim. enfin le truc. Vous avez vu comme il faut que je le travaille, Christophe, là? Pfiou, ok, donc tu as toujours la GMT Master. Oui, j'ai toujours la GMT Master. Mais qu'est-ce qui fait que, je pense que c'est ça qui va intéresser tout le monde, qu'est-ce qui fait que, quand même, une Reverso, c'est une superbe montre, une Memovox, hein, souvenez-vous de Sébastien qui nous raconte toute son histoire avec sa Memovox en or des années 50, qu'est-ce qui fait que la première que tu gardes, et donc que tu as toujours, c'est la Rolex GMT Master. GMT Master ou GMT Master 2? GMT Master 2. D'accord. Je Celle qui a l'aiguille, commençais déjà à faire beaucoup de sport. Ouais. Et en fait, on est dans des vestiaires communs, en Ouais. groupe. Et donc, rien sous clé, pas de casier, rien sous cadenas. Et ça m'embêtait de laisser ma montre au fond d'un sac. Ouais. Puisque j'allais directement du boulot au sport. Donc, Ouais. forcément, j'avais ma montre au poignet. Et donc, j'ai délaissé les montres un petit peu habillées, pas forcément très étanches. d'accord. Pas forcément très sportifs pour donc des modèles un peu plus sportifs et donc Ouais. la fameuse Rolex. Ouais, mais qu'est-ce qui fait que tu l'as pas revendue? Tu vois? J'ai- C'est qu'elle te j'ai- plaît j'ai- plus, elle te plaît plus que les autres, ou au contraire, tu t'es dit, contrairement à une Memovox, on va dire à une Reverso, qui sont, allez, si Christophe il faisait du polo, bon je déconne, s'il faisait du polo, on pourrait dire qu'il a une montre de sport, entre guillemets.
Mais là, avec ta montre de sport, tu avais en fait la montre que tu pouvais porter un peu à toutes les occasions, C'est et ça. dont le sport. Oui, Donc tu voilà. t'es dit, bah, c'est celle-là, il faut que je la garde. C'est ça. Celle-là, je n'ai plus besoin de l'enlever pour la mettre dans un coin ou sur un coin de table. Je peux la garder D'accord. même si je fais un trou dans le mur. Tu penses que c'est ça la raison? C'est-à-dire qu'elle elle te devenait plus utile à plusieurs moments de ta journée et dans ton agenda personnel, ou tu as été un peu titillé par en fait elle est vraiment belle, elle te plaît beaucoup, Rolex, etc., etc. C'était pas forcément Rolex ou la beauté, mais effectivement, c'était le côté pratique. On peut la garder sur soi tout le temps. D'accord? Quand on peint, même quand on bricole à la maison, on peut garder sa Rolex au poignet, quoi. D'accord. Donc ça veut dire que tu mets quand tu sors ton perforateur et la disqueuse chez toi, tu as ta J'ai pas Nautilus peur. au poignet ou Non, pas? j'ai pas peur. Ah ouais. Le Nautilus, depuis que j'ai un Nautilus, j'ai pas bricolé à la maison. Ah, Je l'ai pas d'accord, bricolé d'accord, depuis longtemps. d'accord. Donc en fait, Mais si- avec la Rolex, ouais, j'ai donné. Ouais. ouais, donc si tu bricoles, tu sors la Rolex. Ça, c'est beau. Ça, c'est une tool watch, les amis. Il y a Metabo dans les perceuses, il y a AEG dans les disqueuses, hein, il y a Hilti dans les perforatrices, Et il y a Rolex dans les montres. et il y a Rolex dans les montres. Ok, Ouais. c'est pas mal. Ça te fait combien de montres au total? Eh bien, maintenant, j'en ai 4. 4. Ben voilà, tu vois, donc tu es passé de je me souviens pas ce que j'ai comme montre à une montre, puis je la vends, puis j'en change, et puis j'en change. Donc tes goûts se sont affinés. Et puis maintenant, tu as plusieurs montres. Ça veut dire qu'un jour, tu vas peut-être revenir pour faire une battle avec un collectionneur où tu nous présenteras 3 de tes montres pour convaincre les abonnés que c'est celle-là ou celle-là ou celle-là la mieux. Et puis après, ils te diront en votant. Eh bien, ça sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Ça sera avec plaisir. Eh bien, avant ça, il faut que tu fasses un beau score au quiz. C'est parti. Ok. Alors, Bon. Christophe, on attaque là. Voilà, il se frotte les mains parce qu'il ne connaît pas encore les questions que je vais lui poser. Alors, attention, deux questions sympas. J'ai vraiment pris plaisir à commences doucement. à te les préparer. Ouais, alors je vais commencer par la deuxième question, parce que Ouais. la première est plus difficile. Alors, on en a un petit peu parlé. L'une des caractéristiques de la Nautilus est son bracelet intégré. Cherchez l'erreur parmi ces autres modèles à bracelet intégré. Oui. Donc je vais te citer 3 modèles. Mhm. L'un de ces 3 modèles n'a pas de bracelet intégré. D'accord. Hein, je précise la question parce que parfois, soit elle n'est pas claire, ce qui peut arriver, soit elle n'est pas bien comprise. Réponse A, Bell & Ross BR05. Réponse B, Rolex Oyster Quartz. Réponse C, Tissot Le Locle. Tu es en train de te dire que tu n'es pas sûr de la réponse. Tissot Le Locle, je dirais. Oh, tout en finesse. Ouais, il ne laisse rien sortir de son visage. Bonne réponse, bien sûr. Tissot Le Locle. Quentin, on te salue. Il est venu en présenter une récemment sur la chaîne. Effectivement, il n'y a pas de bracelet intégré. Tu as joué ça par déduction, par élimination, ou tu connais les deux modèles BR05, Bell & Ross et Oyster Quartz? J'ai hésité entre Bell & Ross et la Tissot. Ah ouais? J'ai pas hésité longtemps. Ouais, alors la Bell & Ross BR05, j'aimerais bien en avoir une d'ailleurs qui vienne sur la chaîne, les amis. Si vous en avez une, vous êtes les bienvenus. Bracelet intégré. Elle a été pas mal décriée cette montre parce que, semble-t-il, je ne suis pas d'accord, trop inspirée de la Nautilus et de la Royal Oak, alors qu'en fait elle est surtout très très inspirée des anciens modèles de Bell & Ross, hein, une montre carrée avec un cadran qui est rond, c'est l'ADN de Bell & Ross, des vis extérieures, c'est l'ADN de Bell & Ross. Elle est très belle et en plus ils se diversifient et ils vont dans le sport chic, là où ils étaient quand même dans les instruments, on va dire les tool watch. Alors Rolex Oyster Quartz, c'est un de mes modèles Rolex préférés, bracelet intégré à quartz, il y en a quelques-uns en automatique des années 70 et je dis bonjour à Ayoub qui va bientôt venir ou qui est déjà venu en fonction du moment à laquelle vous regardez cet épisode nous raconter son histoire avec cette Rolex Oyster Quartz. J'ai bien fait de te poser la deuxième question en premier, mais tu mènes un 0 et maintenant je dois attaquer la vraie question la plus difficile. Deuxième question les amis, qui est vraiment intéressante. En 1956, Patek Philippe reçoit aux États-Unis un prix de miniaturisation pour, réponse A, un calibre extra plat. Réponse B, une horloge
électronique. Réponse C, une montre bracelet miniature. 1956, cher Christophe. Toi et moi n'étions pas nés. Non. C'est pour ça que si j'ai pas bon, c'est pas trop grave. Ah bah bien sûr, mais si tu veux que je dise roulement de tambour, tonnerre d'applaudissements pour Christophe qui gagne 2-0, là il faut que tu trouves la bonne réponse. Alors rappelle-moi les A, choix. calibre extra plat. Oui. B, une horloge entièrement électronique. Réponse C, une montre bracelet miniature. Moi, je connais la réponse, hein, j'ai Oui. fait la question. Hein. Eh bien, je dirais troisième choix, montre bracelet miniature. Montre bracelet miniature. Oui. Ah, il a bien tenté sa chance, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. On te donnera quand même des applaudissements pour cette superbe Nautilus. Non, non, la bonne réponse, c'est la B, une horloge entièrement électronique. Et pourquoi j'ai mis cette réponse? Parce que, évidemment, les grandes marques de haute horlogerie ne parlent plus de l'époque où ils étaient comme des dingues à essayer d'innover, à déposer des brevets pour conquérir une précision dans leur modèle plus élevée qu'une montre mécanique avec de l'électronique. Et bien Patek Philippe, qui d'ailleurs a fait des montres à quartz, il y a des Aquanaut à quartz, est-ce qu'il y a des Nautilus à quartz? Je ne suis pas sûr, vous nous direz en commentaire, ils ont développé une petite horloge, grande comme ça, là, je ne sais pas si vous voyez, entièrement électronique. D'accord. Donc à une époque où, un peu avant l'IP à Besançon, avec la marque américaine Elgin, commençait à développer ses mouvements électromécaniques, et quelques années après, une marque américaine, Bulova, a sorti l'Acutron, et puis en 69, l'arrivée du quartz. Écoute, un grand merci pour ta participation à ce quiz, Christophe. Je pense qu'on peut quand même l'applaudir pour ce quiz. Il s'est bien battu et il est quand même venu avec une montre magnifique. On attaque le dernier moment, la dernière séquence de cet épisode. Donc tu as démarré, tu les rentres, tu tournes, machin, crack, etc. Là, tu en as 4, peu importe lesquels. Tu nous avais dit qu'en plus de la Nautilus, tu as une GMT Master 2. Donc tu as un profil de possesseur de plusieurs montres. Oui. Mécaniquement, tu es en train de réfléchir à la suivante. Oui. Court, moyen, long terme. Ce serait quoi? Ce sera quoi? Qu'est-ce qui t'intéresse? Ce qui m'intéresse, c'est la tienne. Ah! Alors, après l'épisode, on va parler business avec Christophe, c'est vrai? C'est ce qui t'intéresse? Oui, avec la trotteuse en moins, si possible. Ah, donc une 15-202? Oui. Probablement? Oui, c'est ça. Ouais, mais là, est-ce qu'il va pas falloir que tu reviennes à ta philosophie de l'époque, lorsque tu as démarré avec l'Aquaterra? Il va falloir que tu revendes la Nautilus, parce qu'une 15-202 comme ça, là, fond bleu, 2 aiguilles, Oui. c'est pas donné. Hein. Non, c'est pas donné. C'est pas donné. C'est pas donné. Mais t'es dessus là ou t'aimerais bien? Je suis vraiment dessus. Ouais. Sauf que le budget ne me permet pas de l'acheter d'occasion. Ouais. Parce que d'occasion, les prix sont fous. Je pourrais C'est encore. quoi la cote d'une 15-202 aujourd'hui? C'est 30 000 En euros? tout cas, c'est plus de 30 000 euros. Plus de 30 000 euros, Plus de ouais. 30 000 euros. Alors, on peut les trouver un petit peu moins chers aux États-Unis ou sur certains marchés, mais si on veut l'acheter en Europe, c'est-à-dire où on peut soit se déplacer pour aller la chercher, soit se faire livrer sans avoir des frais de douane et autres, eh bien c'est l'Europe. Et en Europe, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Ouais. Et dans tous les cas, le prix est trop élevé pour moi. D'accord. Donc je la cherche en neuf, parce Ouais. qu'en neuf, le prix est encore abordable. Enfin, Ouais. abordable. Après, c'est Ouais, non mais tout est relatif. bien sûr. Et donc, j'appelle tous les revendeurs Audemars Piguet d'Europe tous les mois. Et puis, j'essaie de copiner avec les gars en espérant un jour qu'il y en a un qui me dise Ok, tu peux venir. Et est-ce qu'ils font des listes d'attente Audemars Piguet? Il y en a qui me disent Oui, on peut prendre votre nom sur la liste d'attente, mais sincèrement, ça sert à rien, donc je le fais pas. D'accord. Est-ce que tu as vu récemment, il y a donc au moment où on enregistre cet épisode, hein, la vente n'a pas eu lieu, mais il y a une 5402, donc la première Royal Oak Jumbo, hein, alors pas la série A, hein, mais elle est de 78, donc 6 ans après le lancement en 72, qui est en vente chez Agut le 12 mars 2020, et elle est estimée entre 26 et 36.
C'est-à-dire que si elle allait à 36, plus les frais, ça rajouterait 10 000 euros, ça ferait 46 000. Mais c'est une 5402. Peut-être que je me trompe dans la référence, qui est le premier modèle. Un peu comme si au lieu d'une 5711, tu avais une 3700, qui est la première Nautilus à être sortie en 76. Donc ça commence à chiffrer quand même tout ça, quoi. Et je pense que par rapport au montant que tu viens de me donner, je pense que l'estimation est vraiment basse. Bah écoute, il y aura sur la chaîne de toute façon le débrief de la vente et on verra si cette estimation est la bonne. Alors là, tu es sur quelque chose de quand même, c'est du très 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 haut de gamme, très difficilement trouvable. Est-ce que tu as aussi une target? Est-ce que tu pourrais céder à la tentation d'un coup de cœur pour quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros, etc. Ou alors tu es plutôt vraiment à bien définir ce que tu recherches et après tu te mets en chasse et tu prends le temps que ça prend. Parce que là, tu ne sais pas quand ça va se terminer cette affaire hein, le marché, il est comme ça, là, à la verticale sur ces modèles-là. Oui. C'est pas dit que ça dure constamment. Hein. Non. Donc là, tu es rentré au bon moment avec ta Nautilus. À l'heure actuelle, moi, je suis prêt à attendre pour effectivement trouver cette Audemars Piguet jusqu'au moment où j'aurai peut-être un coup de foudre pour un autre modèle. Mais pour l'instant, en tout cas, j'en ai pas. T'en as pas? Non. Ok. Bah écoutez, on va lui souhaiter à Christophe de trouver son bonheur. Hein. On fait une annonce, voilà, une Audemars Piguet Royal Oak 15202. Si vous pouviez appeler Christophe, ça lui ferait plaisir. Il en a vraiment besoin d'une. Si vous avez envie de participer, c'est extrêmement simple. Un mail sur contact@dailychoose.fr. Vous pouvez également me contacter sur Instagram. Vous faites comme Christophe, vous mettez vos coordonnées, la référence de votre montre, ce dont vous avez envie de parler. Et puis on se parle au téléphone, on essaye de voir comment on peut trouver un moment pour enregistrer un épisode. Vous le voyez, tout ça c'est du divertissement, de la subjectivité, un peu de poésie. Hein, vraiment pour désacraliser le milieu de l'horlogerie, que ce soit des petites montres, des montres chères, pas chères, économiques, à quartz, japonaises, chinoises, peu importe. Là, on était sur la montre iconique parmi toutes les montres, la Nautilus 5711. Je vous dis à bientôt. À bientôt.